Voilà, je vous renouvelle mes mots de bienvenue à tous et puis je vais laisser la parole à Anouk pour répondre à cette question. Donc, quel est le rôle de la police de l'environnement? Comment fonctionne l'inspection des installations classées? Je laisse la parole à Anouk. Parfait, merci Gwenaëlle. Bonjour à tous, donc, je suis donc Anouk Rio-Barconnière, comme le vient de le dire Gwenaëlle. Je suis adjointe au chef de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône de l'Adréal. Donc, je vous ferai en toute fin de présentation une présentation de l'organisation en fait de cette unité départementale et de l'organisation de l'inspection des installations classées au niveau du département. Alors, voilà le sommaire. Donc, je vais d'abord vous présenter ce qu'est l'Adréal, quelle est cette administration. Ensuite, je ferai un petit topo sur les installations classées pour la protection de l'environnement, donc ce que c'est exactement. Ensuite, je présenterai l'inspection, donc le métier de l'inspection et en quoi consistent nos missions. Enfin, je vous donnerai quelques chiffres spécifiquement liés au département. Et enfin, en toute fin de présentation, on pourra échanger sur ce que je vous aurai présenté. Alors, l'Adréal, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Alors, elle est à la fois sous l'autorité du préfet de région, mais également du préfet de département. Ça dépend des missions. Parce qu'en fait, on a un large panel de missions. On fait à la fois de l'aménagement des territoires. Donc là, ça va être, par exemple, tout ce qui est l'artificialisation des sols, c'est un exemple. Les infrastructures de transport et la mobilité. On va, par exemple, travailler sur tout ce qui est développement des voies cyclables, également accompagner le développement des routes, toujours dans le respect du développement durable, parce que ça, c'est on va dire, c'est le fil conducteur de l'Adréal, c'est toujours dans le respect de notre environnement. Il y a un verso logement-énergie. Donc, on fait de la prévention des risques naturels et technologiques, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Il y a également un service qui s'occupe de préservation de biodiversité, de l'eau et des paysages. Et enfin, la préservation des ressources et de la croissance verte et de l'économie circulaire. Alors, juste par rapport au ministère, j'ai mis des ministères parce qu'effectivement, dernièrement, le ministère s'est réorganisé. Il s'appelle l'aménagement du territoire et transition écologique. Il y a 2 ministères. Le premier, c'est l'aménagement du territoire et de la décentralisation. C'est François Rebsamen, le ministre. Et le deuxième ministre qui nous concerne, on le verra après, c'est le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Et notre ministre, c'est Agnès Pannier-Runacher. Alors, l'Adréal assure donc plusieurs rôles, on l'a vu, à la fois un rôle de facilitateur auprès des collectivités locales et des porteurs de projets, un rôle d'animation, notamment des réseaux d'acteurs publics et privés, autour de thèmes communs, et aussi, donc on l'a vu, la maîtrise d'ouvrage des projets routiers. Elle assure également un rôle régalien en instruisant diverses autorisations et en assurant des contrôles, des inspections, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, des installations classées, mais aussi des ouvrages hydrauliques, des transports terrestres. Elle fait également l'évaluation environnementale des projets, des plans et des programmes. Et enfin, il y a un volet accès aux connaissances environnementales. On a un service qui récolte les données et qui communique sur ces données en matière d'environnement. Alors, les ICPE. Donc, une ICPE, c'est une exploitation industrielle. Anouk, peut-être décrire l'acronyme, peut-être? Pardon? ICPE, c'est installation des... Oui, installation classée pour la protection de l'environnement. Voilà. Donc, c'est toute exploitation industrielle ou agricole qui est susceptible de créer des risques pour les tiers, donc les riverains, et ou de provoquer des pollutions ou nuisances vis-à-vis de l'environnement. Donc, il y a à la fois l'aspect humain et l'aspect environnemental. Donc, une ICPE est définie par un article du Code de l'environnement. Donc, je ne vais pas tout vous relire, mais il faut savoir qu'il y a également les carrières qui sont concernées
même si elles sont, elles, réglementées par le code minier. Voilà. Alors, la réglementation ICPE et notre action, elle a pour but à la fois de prévenir donc, les risques accidentels et les risques chroniques, de protéger, donc on l'a dit, les différentes composantes de l'environnement et de réduire les impacts liés aux nuisances sonores et olfactives, de préserver la biodiversité, donc faune, flore, écosystème, et l'usage des ressources. Et enfin, et c'est un volet qui est très mis en avant ces derniers temps, c'est la lutte contre les effets du changement climatique. Il s'agit notamment de parler de sobriété environnementale, d'aborder ces questions de sobriété, mais également de favoriser la transition énergétique et les projets de décarbonation. Voilà, donc c'est des sujets dont on parle pas mal en ce moment. Alors, les ICPE sont réglementés par une nomenclature, parce qu'en fait, pour pouvoir dire qu'elles sont classées, il faut pouvoir justement les situer par rapport à cette nomenclature. Donc, il y a dans cette nomenclature 4 catégories. Donc, les rubriques 1000, il s'agit des rubriques des substances, qui classent les substances. Donc là, j'ai mis un exemple, c'est la 1434, donc c'est les liquides inflammables. Donc, vous voyez sur l'exemple que j'ai mis qu'il y a après différents cas, et avec dans la deuxième colonne A, D, C, etc. Donc, on verra plus tard à quoi ça correspond. Ensuite, les rubriques 2000, donc c'est tout ce qui est activité. Là, on a mis en exemple les installations de collecte de déchets. Les rubriques 3000, alors ce sont les installations IED, donc on verra à la slide suivante ce que ça veut dire IED et ce que ça représente. Et enfin, les rubriques 4000, donc là, ce sont toutes les installations Céveso. Là, pareil, on va expliquer ensuite de quoi il s'agit. Alors, du coup, la directive IED, je me suis perdue un petit peu dans mes... La directive IED, donc c'est une directive qui a été élaborée pour encadrer... Excusez-moi, je me suis un peu perdue. Oui, donc c'est pour... en fait, c'est une directive européenne, pardon, qui a pour but de prévenir tout ce qui est pollution chronique. Voilà, je vais y arriver. Donc, elle demande à certaines installations dont on a vu qui sont classées selon les rubriques 3000. Et ces installations-là, on leur demande de faire une approche intégrée de la prévention, de la réduction des pollutions qu'elles émettent, et surtout de se positionner par rapport à ce qu'on appelle les meilleures technologies disponibles. Donc, en fait, c'est les technologies qui existent par activité. Il y a des guides qui ont été établis pour chaque activité. Et dans ces guides sont répertoriées toutes les technologies qui permettent d'améliorer les conditions de rejet, de limiter en tout cas les nuisances liées à l'activité en question. Donc, en fait, nous, on leur demande de se positionner par rapport à ces meilleures technologies et donc de nous dire soit s'ils peuvent les mettre en œuvre et s'ils ne peuvent pas les mettre en œuvre, de pouvoir le justifier. Voilà. Et ces installations-là, du coup, on leur demande de revoir revoir leur positionnement par rapport à ces meilleures technologies disponibles régulièrement, parce qu'évidemment, les technologies évoluent. Donc, il faut qu'ils s'assurent qu'ils soient toujours à la pointe, en fait, des technologies qui existent. Voilà. Donc, on leur demande régulièrement de se positionner. Donc ça, c'est pour les IED. Et ensuite, nous avons l'autre catégorie qui est la catégorie des Céveso. Donc ça, c'est un peu plus connu.
Les Céveso donc, sont des établissements particulièrement sensibles qui utilisent et qui manient des substances qui, en cas d'accident, peuvent être particulièrement dangereuses pour l'homme et son environnement. Donc, du coup, ils répondent à une réglementation qui, aujourd'hui, la réglementation Céveso 3. Là, c'est pareil, elle évolue au cours du temps. Et ce qu'on demande à ces installations-là, c'est à la fois de réaliser ce qu'on appelle une étude de danger, donc d'identifier les sources de risque et les scénarios d'accidents qui peuvent se passer du fait de leur activité. Ensuite, on leur demande d'évaluer les effets sur les personnes et l'environnement. Et ce qui est la particularité, c'est qu'on leur demande également de rédiger ce qu'on appelle une matrice des risques, c'est-à-dire on leur demande d'estimer la probabilité d'occurrence et la cinétique de développement de ces accidents. Et lorsque cette combinaison représente un risque trop important, on leur demande de présenter des actions pour réduire justement ce risque, pour le rendre acceptable. Et donc, c'est la démarche de maîtrise des risques qui consiste à réduire à la source les effets des éventuels accidents. Voilà. Et on leur demande également de prévoir des mesures de maîtrise de l'urbanisation autour de ces sites, parce qu'évidemment, on connaît les effets que ça peut avoir autour, et du coup, il faut absolument éviter que les gens puissent venir s'installer tout autour de ces sites. Donc, les Céveso, seuil bas et seuil haut, ont l'obligation de mettre à jour également leur étude de danger tous les 5 ans. Et ils ont en parallèle tout un système à mettre en œuvre qui s'appelle le système de gestion de la sécurité, et de mettre en œuvre également des plans d'urgence qu'ils doivent tester régulièrement. Alors, on a vu tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière, donc au niveau de la nomenclature, vous voyez qu'il y a A, D ou E. Alors, ceci correspond au type de classement, donc pour avoir une approche proportionnée de ces installations. Évidemment, on ne va pas traiter de la même façon des installations, des petites installations que des Céveso ou des IED. Donc, quand vous voyez D ou DC, alors D, ça veut dire déclaration, DC, ça veut dire déclaration avec contrôle. Donc, ces installations-là, ce sont des activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Donc, pour ces installations-là, il y a juste à faire une simple déclaration qui est faite de manière dématérialisée sur un site Internet, un service public. Et lorsque cette déclaration est faite, donc la préfecture accuse réception de la déclaration, et à partir de là, l'exploitant peut démarrer son activité 15 jours après. Alors, par contre, il doit respecter donc ce qu'on appelle, il doit respecter les prescriptions d'un arrêté ministériel sectoriel qui correspond à la rubrique pour laquelle, ou les rubriques pour lesquelles il s'est déclaré. Alors, quand ils sont DC, ça veut dire qu'il y a un contrôle qui est réalisé par un organisme extérieur. Et cet organisme, en fait, nous fait remonter s'il y a des non-conformités. Et à ce moment-là, nous, on intervient, mais en règle générale, nous, on n'intervient pas sur les installations soumises à déclaration. Voilà. Sauf, effectivement, comme je viens de le dire, non-conformité ou pollution ou plainte. Ensuite, il y a le régime d'enregistrement. Alors, le régime d'enregistrement, c'est pour des installations standardisées, donc type station-service, entrepôt, dont les risques sont connus et peuvent être encadrés par des prescriptions génériques. Voilà. Donc, c'est une autorisation simplifiée, et l'objectif, c'est d'essayer de réduire au maximum les délais d'instruction, parce que ça, c'est un point qui est souvent un petit peu compliqué. Donc, normalement, une demande d'enregistrement doit être traitée dans les 5 mois, à partir du dépôt de la demande. Voilà. Et une fois qu'il est enregistré, eh bien, il doit respecter, là aussi, les prescriptions
des arrêtés qui correspondent aux rubriques et sous le régime de l'enregistrement. Alors, il est à noter que si le dossier d'enregistrement est jugé à impact fort, si en instruisant le dossier, on se rend compte que quand même il y a des impacts importants, on peut demander à basculer vers la procédure d'autorisation, donc celle qu'on va voir après, ça peut arriver. Alors, donc pour les installations présentant des risques et des impacts les plus importants, à ce moment-là, on passe dans une demande d'autorisation environnementale qui comporte des études plus approfondies. Donc, d'une part, une étude de danger pour évaluer les risques technologiques, et d'autre part, une étude d'incidence ou une étude d'impact. Là, c'est par rapport, c'est en vue de réduire les nuisances environnementales et les risques de pollution associés. Donc, tout ça se fait également de manière dématérialisée. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'il y a eu en octobre dernier la loi Industrie verte, dont l'objectif est à nouveau de simplifier toutes nos démarches administratives. Et cette loi nous demande de travailler beaucoup plus en amont avec les exploitants. Donc, on prévoit de faire plusieurs réunions avec les différentes parties prenantes afin que le dossier qui est déposé soit le plus complet possible et qu'une fois que du coup le processus est enclenché, on aille plus vite. Alors, l'inspection des installations classées. Les missions de l'inspection consistent à régir les conditions de fonctionnement pour prévenir, mais aussi pour réduire les nuisances ainsi que les dangers liés aux installations. Le principe de base qu'il faut bien retenir, c'est que c'est l'exploitant qui est responsable. L'inspection contrôle, donc par sondage. On va sur les sites plusieurs fois, enfin à des fréquences qui varient en fonction des types d'installations. Mais l'inspection n'est pas garante de la sécurité du site. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, parce qu'on a parfois tendance à penser que tout repose sur l'inspection, mais non, tout repose avant tout sur l'exploitant qui doit s'assurer de la sécurité de ses installations. Alors, la chaîne de l'inspection, donc le donneur d'ordre, c'est le ministère via la DGPR, donc la Direction générale de la prévention des risques, qui établit la réglementation nationale et qui donne les orientations. Donc, elle transmet ça au DREAL, donc régional, et notamment pour nous, au service prévention des risques, qui décrypte donc ces informations et qui, du coup, transmet au ce qu'on appelle le bras armé. Bon, c'est les unités départementales. Alors, vous avez aussi la DDPP. DDPP, c'est Direction départementale et de protection des populations. C'est chez nous, ils s'occupent plus particulièrement des élevages, de tout ce qui est agricole et élevage. Ils sont rattachés à la préfecture. Et ça dépend des régions, en fait. Alors, il y a aussi l'aspect soutien, parce qu'effectivement, au service prévention des risques, on a ce qu'on appelle des fonctionnels pour chaque thématique. Donc, par exemple, il y a un fonctionnel air, un fonctionnel déchets, etc. Et donc, nous, en unité départementale, on s'appuie aussi sur eux quand on a besoin d'avoir des précisions sur des aspects techniques. Alors, le ministère donne à l'inspection des orientations stratégiques pluriannuelles. Là, en l'occurrence, on est dans la période 2023-2027. Et donc, bon, je vais passer rapidement, mais voilà les points les plus importants à retenir sur ces orientations stratégiques. On demande à faire des projets de qualité. Donc, c'est ce que je vous disais, de beaucoup plus travailler en amont, de façon à ce que les projets, quand ils arrivent, ils soient plus aboutis. On demande également à maîtriser les délais, voilà, parce que c'est souvent le reproche qu'on nous fait, c'est la dérive des délais d'instruction.
Il nous a été demandé aussi cette année, enfin sur cette période, de plus travailler sur les filières illégales et notamment tout ce qui est trafic de déchets et de plus traquer les exploitants en non-conformité importante. Et donc, notamment, on va nous donner plus de moyens pour ça. Alors, l'accroissement et l'efficience de l'impact et de l'impact des actions menées, là, c'est parce que en fait, ils ont prévu d'avoir plus de monde, donc de recruter. La transparence, la communication et la concertation, ça, ce sont des éléments importants et c'est un peu pour ça qu'on est là tous aujourd'hui. Effectivement, il faut que l'inspection communique plus sur ce qu'elle fait et on a déjà un petit peu commencé au travers notamment de la publication des rapports sur géorisque et puis il y a aussi tout ce qui est commission de suivi des sites qui permet de communiquer sur les différentes installations. Et enfin, sur certaines installations, on verra un peu plus tard. Donc, des outils numériques à la fois au service des exploitants et du public. Là, c'est effectivement pour que les exploitants, pour faciliter tout ce qui est démarche administrative. Donc, les outils sont développés. Et une gestion des accidents plus performante, donc avec notamment un retour d'expérience plus exploité de façon à pouvoir réagir plus vite quand des événements comme cela se produisent. Anouk, je vais te demander d'accélérer un petit peu, de rester vraiment sur l'essentiel des contrôles, etc. parce qu'on ne va pas avoir suffisamment de temps pour les questions. Sinon. Ça marche. Alors, l'inspection, donc, nous sommes des agents fonctionnaires ou contractuels habilités, c'est-à-dire que nous avons une longue période de formation qui se termine par une assermentation. Nous avons 3 missions, donc l'encadrement réglementaire, c'est le contrôle des installations classées sur le terrain et l'information du public. Alors, l'instruction, donc instruction des demandes, comme on l'a vu tout à l'heure, d'enregistrement, d'autorisation. Suite à ça, on rédige ce qu'on appelle les arrêtés préfectoraux, dans lesquels on met les prescriptions que l'exploitant devra respecter pour exploiter son installation. Ensuite, eh bien, on va sur le terrain pour justement contrôler que ces prescriptions sont bien respectées. On fait également l'examen des données que nous transmet l'industriel, parce que dans les prescriptions, parfois, on demande de faire des suivis environnementaux, par exemple. Donc, après, on vérifie que ces suivis respectent bien la réglementation. Alors, pour ce qui est des inspections, eh ben, vous pouvez justement aller sur le site de réponse où il y a une clé pour comprendre avec, qui explique en fait le déroulement d'une inspection. Et alors, les autres missions, donc la gestion de crise, effectivement, on peut être amené à participer lorsqu'il y a des déclenchements des plans particuliers d'intervention, ça c'est pour les Céveso, soit dans le cadre d'un exercice, soit dans le cadre réel d'un incident, un accident. Donc, on participe à ce type d'exercice. Et on fait également de l'information du public au travers des comités de suivi de site. Donc là, c'est spécifiquement pour les établissements Céveso seuil haut, les carrières et les stockages de déchets. Voilà. Et donc, l'information du public passe aujourd'hui par la mise en ligne des autorisations et des suites d'inspection via GéoRisque. Alors là, juste quelques chiffres pour les Bouches-du-Rhône. Donc, nous avons 321 établissements autorisés. Et en enregistré, on en a 247. Voilà, donc après, bon, vous pourrez regarder plus en détail, je vais passer assez vite. En 2024, il y a eu 604 inspections de réalisées, dont 32 suite à des plaintes.
Après, bon, voilà, 26 pour des accidents ou des pollutions accidentelles. Voilà, comme je disais tout à l'heure, là, ça peut être sur des installations qui sont seulement à déclaration, voire pas connues du tout de nos services. Alors là, juste rapidement, je voulais insister là-dessus. On a reçu en 2024 12 dossiers de demande d'autorisation, 16 de demandes d'enregistrement, et surtout, je voulais insister sur ce chiffre-là, le nombre de portées à connaissance. Il faut savoir qu'une installation, une fois qu'elle est en exploitation, dès qu'elle a des modifications à faire, elle doit nous en informer au travers de ce qu'on appelle des portées à connaissance. Et nous, on doit estimer si cette modification est notable ou pas. Et dans le cas où la modification est notable, on peut être amené soit à leur demander de redéposer un dossier de demande d'enregistrement, par exemple, si du coup ils dépassent les seuils d'enregistrement, ou bien de rédiger ce qu'on appelle un arrêté préfectoral complémentaire pour encadrer ces modifications. Voilà, donc là, on a pris 49 arrêtés préfectoraux complémentaires. On a pris également 5 arrêtés APMU, ces mesures d'urgence. Donc là, c'est quand il y a un accident, un incident. Ce sont les actions que l'exploitant doit mettre en œuvre tout de suite après l'accident afin de protéger, d'éviter que la situation s'aggrave. Et nous avons mis 120 mises en demeure. Donc là, voilà, c'est quand il y a des non-conformités que l'exploitant doit les résoudre le plus rapidement possible. Donc la mise en demeure permet de donner un délai à l'exploitant pour se mettre en conformité. Et dans le cas où il ne se met pas en conformité, après, on peut passer aux sanctions pénales. Et notamment, il y a eu 11 procès-verbaux dressés dans l'année. Voilà, parce que l'association des installations, les agents sont habilités à dresser procès-verbal. Il y a eu 36 comités de suivi des sites dont on a parlé tout à l'heure. Alors, l'inspection dans les Bouches-du-Rhône, donc il y a 3 pôles répartis sur 3 entités géographiques qui sont Aix, Marseille et Martigues. Donc, un pôle Céveso qui, comme son nom l'indique, s'occupe spécifiquement des Céveso seuil haut. Un pôle déchets matériaux qui, lui, s'occupe de tout ce qui est traitement des déchets, mais également carrière et VHU, c'est véhicules hors d'usage. Et enfin, le pôle chronique risque qui suit toutes les autres installations. Donc, c'est très varié. Hein, c'est traitement de surface, entrepôt, chantier. On a notamment les chantiers navals à Marseille, à La Ciotat. Voilà, c'est vraiment des domaines très variés. En fait, tout ce qui n'est pas dans les 2 autres pôles. À ce jour, nous sommes 29 inspecteurs, dont une inspectrice qui est chargée de ce qu'on appelle la cellule trafic illégaux. Donc, c'est la lutte contre le trafic de déchets. Et elle travaille sur les départements du Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Et à savoir que comme je le disais tout à l'heure, donc ça fait partie des démarches qu'a entrepris le ministère, c'est de recruter. Et on a eu 7 recrutements en 2024 sur le département, ce qui est plutôt pas mal. Bon, alors après, il y a effectivement le temps qu'ils soient formés, habilités, mais bon, c'est plutôt positif pour améliorer notamment les délais d'instruction. Et on a une personne qui a été recrutée pour s'occuper des projets de décarbonation, comme il y en a pas mal ces derniers temps, notamment autour de l'étang de Berre. Voilà. Alors, si vous voulez aller plus loin, donc avoir plus de détails sur ce que je viens de vous présenter, vous pouvez effectivement aller sur le site de réponse. Également, Géorisque, donc on en a parlé tout à l'heure, où vous trouverez notamment les comptes rendus d'inspection et les arrêtés. AIDA, qui est un site technique, un site de l'INERIS, qui va vous donner des informations notamment sur la réglementation. Et enfin, vous pouvez aller sur les sites des préfectures de département. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Super, bravo, merci Anouk, c'était parfait.
Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre. Donc, il y avait Névanique de la ville de Marseille qui disait que tu parles de communiquer. Cela intègre-t-il des connaissances suffisantes pour comprendre les impacts sur les citoyens et sur les milieux naturels? Si oui, comment choisissez-vous les personnes qui sensibilisent avec les bases de connaissances? Peut-être que je veux repréciser, hein, vous prenez, vous faites des consultations citoyennes, et est-ce que les citoyens sont suffisamment informés des impacts des différents sites, et comment vous les informez pour le coup? Donc voilà, c'est juste une question un peu basique, hein, mais est-ce que les citoyens sont suffisamment informés sur les impacts à tous les niveaux, enfin au niveau de sol, air, eau, biodiversité, etc. Est-ce que c'est l'Adréal qui s'en charge? Comment elle s'en charge? Moi, je pense en fait, avec la question de la loi Zaher, et ce qui s'est passé sur certains sites avec la question des panneaux photovoltaïques, est-ce que les citoyens sont suffisamment bien informés des impacts? Est-ce que vous avez, on a un sujet à Marseille qui a eu il n'y a pas longtemps sur la question des CSR aussi. Bah, voilà, on avait peu de recul sur la question, l'impact des CSR, et c'est des chaufferies en fait. Qui brûlent des CSR. Et je voulais savoir comment vous les informez. Voilà, c'était une question un peu basique. Quel est votre rôle en termes de communication autour des sites, quels qu'ils soient en fait? Comment vous le faites, quoi? Alors nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va communiquer au travers des comités, mais que pour les sites particuliers dont on a parlé, hein. Pour les autres sites, normalement, c'est plutôt de la responsabilité de l'exploitant de communiquer sur les impacts qu'il peut avoir sur son environnement humain. Et nous, notre rôle, c'est pas de communiquer pour l'exploitant, en fait, hein. Nous, on va le faire dans des cas particuliers, effectivement, pour des sites qui présentent qui sont vraiment sensibles, quoi. Oui, là, vous apportez un contrepoids, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Disons que nous, on va toujours avoir notre réponse réglementaire. On ne peut pas aller plus loin que ça, en fait. Nous, notre rôle, il est que l'exploitant, il exploite dans le respect de la réglementation. Après, on peut expliquer la réglementation, on peut expliquer les exigences de la réglementation. Pour le reste, voilà, c'est pas notre rôle. D'accord, merci. Une autre question, est-ce que lorsque vous réalisez des contrôles inopinés, prélèvements, eau, air et sol, est-ce que vous avez un laboratoire d'analyse au sein de l'Adréal ou est-ce que vous mandatez un laboratoire agréé? Alors non, on mandate des laboratoires. Donc, on demande par contre à l'exploitant de financer le contrôle, mais c'est nous qui, du coup, mandatons des laboratoires. On prévoit ça en chaque début d'année pour un certain nombre de sites qu'on prédéfinit, et on envoie des laboratoires qu'on a choisis. Ouais. Super. Je vais te demander aussi peut-être d'arrêter le partage. Comme ça, on va se voir tous. Il y avait une autre question, c'est quelle est la différence entre la DDTM et vous, dans le cadre des déchets rejetés dans un milieu aquatique marin en termes de suivi? La question est beaucoup plus précise. Dans le cadre des déchets en milieu aquatique marin. La DDTM va intervenir, va donner un avis en fait consultatif sur les dossiers. Donc nous, en fait, on est l'administration qui rassemble tous les avis de tous les services, en fait. On ne travaille pas tout seul sur les dossiers. Donc, dès qu'on a un dossier de demande d'autorisation, on consulte la DDTM. Nous, on a aussi en interne un service qui est le service biodiversité. Et donc, on va consulter tous les services en fonction des enjeux de l'activité pour leur demander ce qu'ils pensent des mesures qui sont prises par l'exploitant. Donc, la DDTM nous donne son avis sur les aspects qui lui incombent. Alors, effectivement, il y a tout ce qui est rejet dans l'eau et notamment tout ce qui est loi sur l'eau, c'est eux, ce qu'on appelle IOTA. Cette réglementation-là, c'est la DDTM qui l'a fait appliquer, ce n'est pas nous. Et donc, du coup, on les consulte pour savoir s'ils pensent que l'exploitant a fait ce qu'il fallait pour
par rapport à ces questions-là. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est espèces protégées, zones humides, etc. Ça, c'est effectivement d'autres services, mais qu'on consulte et on intègre leur avis dans notre avis définitif. Super, c'est très clair. De combien d'inspecteurs assermentés disposez-vous pour le Grand Sud, enfin la région PACA, quoi, j'imagine? À la région PACA, ça, je ne saurais pas vous dire, j'ai pas les chiffres. Alors peut-être le poids des Bouches-du-Rhône oui. par rapport à PACA, tu dirais que c'est… L'UD13 est la plus importante en termes d'agents. Hein, donc, nous, on est une trentaine. Je pense que les autres doivent être du coup autour de 10, maximum 15. Hein. Par département. Par département. Donc, voilà, ça, je ne sais pas, on doit arriver à peut-être 70, quelque chose comme ça. D'accord, très bien. Et alors, un exemple très concret sur l'entrepôt illégal de Saint-Chamas qui a brûlé pendant plus d'un mois, il y a 3 ans. Était-il connu de la DREAL? Avait-il fait l'objet d'un signalement? Alors, je crois que tu n'étais pas arrivée encore. Hein. Non, moi, je n'étais pas arrivée, mais apparemment, oui, c'est un sujet qui est bien connu et qui est suivi depuis de nombreuses années et qui, effectivement, a donné beaucoup de fil à retordre à tout le monde. Oui, c'est ce type de situation que, justement, on veut maintenant essayer de prévenir, d'éviter à tout prix, parce qu'on voit bien que ça prend des proportions qui sont vraiment conséquentes et il faut dorénavant éviter d'en arriver là, quoi. Et vous vous donnez les moyens avec le recrutement de l'inspectrice chargée de la cellule trafic illégaux. La création de cette cellule trafic, c'est une des réponses effectivement à cet événement. Et il est prévu aussi de faciliter l'intervention les moyens des inspecteurs, notamment de pouvoir, par exemple, poser des scellés immédiatement quand ils constatent des non-conformités, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une démarche à faire avant de pouvoir le faire et ça laisse le temps à certains exploitants de se retourner et d'échapper aux sanctions. Donc voilà, il est prévu de donner plus de moyens et de moyens plus efficaces pour pouvoir intervenir rapidement et anticiper les éventuelles fuites ou voilà. D'accord. Il y avait une question qui était aussi, alors peut-être préciser qu'en fait, il y a des DREAL départementales qui sont chapeautées par une DREAL régionale. Hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. On est des unités départementales au sein de l'ADREAL régionale. L'ADREAL, c'est régional, en fait. Voilà. D'accord. Et c'est pareil dans toutes les régions de France? Et c'est voilà, à chaque fois proportionné, je dirais, en termes d'inspecteurs oui, par rapport à la demande du terrain, quoi, j'imagine. Oui, en PACA, on a beaucoup de monde, effectivement, parce qu'on a quand même beaucoup d'installations classées avec des enjeux assez importants. Donc, on est une région qui est effectivement bien achalandée, on va dire, qui essaye de répondre à un important besoin, quoi. Oui, tout à fait. Alors, l'enregistrement et la présentation, donc la présentation, on va vous mettre le lien, elle sera en ligne. Et l'enregistrement, en fait, il sera aussi sur notre chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas si on arrivera à le mettre dans les 10 jours parce qu'on a notre responsable de communication qui est actuellement en congé, mais vous ne lui répéterez pas. Et donc, du coup, soit on l'attend, soit on arrive à le faire avant qu'elle revienne. Ensuite, je poursuis. Une question particulière, en fait, c'est est-ce qu'il est possible pour vous de travailler avec les CPTS, alors c'est les professionnels de santé sur un territoire, hein, pour une gestion de crise exceptionnelle, soit en amont en termes de prévention, soit durant la crise elle-même. Il s'agit bien sûr de crise sanitaire en lien avec un accident industriel. Donc, comment ça s'articule en fait au moment où il y a un accident par rapport à l'aspect santé? C'est l'ARS en fait, non? Oui, c'est plutôt l'ARS. Les aspects santé, effectivement, ça va être plutôt l'ARS qui va gérer ces questions-là, même si effectivement, notamment dans les orientations stratégiques, il est prévu
d'utiliser plus le retour d'expérience, pardon, et notamment avec tout ce qui est retombées atmosphériques, mesure de tout ce qui peut être retombées atmosphériques, etc. Parce qu'on voit bien que ça, c'est un souci quand il y a un événement de type incendie, etc. Et du coup, il est prévu de travailler plus en amont, et notamment avec des institutions comme Atmosud pour nous, enfin des organismes qui surveillent tout ce qui est retombées atmosphériques. Je sais qu'il y a tout un volet qui est prévu là-dessus. Après, sur les autres aspects, effectivement, je pense qu'il y a un travail à prévoir avec l'ARS. Tu parlais du pôle Céveso. Il est géographiquement situé à Martigues? Oui, c'est ça. Mais ils ont des agents à Marseille. Parce qu'en fait, bon, il y avait au départ une organisation qui était plutôt géographique, et aujourd'hui, on a une organisation thématique, ce qui fait qu'on peut avoir des agents à Marseille ou à Aix. Mais voilà, l'essentiel du pôle Céveso est effectivement basé à Martigues. Très bien. Et combien de temps dure la formation et la sermentation des futurs inspecteurs? Alors, on compte à peu près 1 an, sachant qu'on essaye de réduire aussi. Là, on a eu un inspecteur qui a pu être habilité en 8 mois. Mais voilà, il faut que dans cette période, il faut qu'ils aient instruit au moins une demande d'autorisation ou d'enregistrement, qu'ils aient fait plusieurs inspections, d'abord en binôme et ensuite seuls. Et enfin, ils doivent prêter serment devant le tribunal, justement, pour avoir cette casquette de police. Et il y a également tout un parcours de formation qui est très complet. Très bien, merci. Lorsque l'exploitant, justement, est en non-conformité, quels sont les leviers possibles pour les inciter à s'améliorer? Alors, nous, le premier, bon, d'abord, on fait ce qu'on appelle une lettre de suite, c'est-à-dire qu'on leur dit, bon, ben voilà, ça c'est pour les non-conformités les moins graves. On leur dit, bon, ben, vous êtes en non-conformité, on vous laisse un certain délai pour vous mettre en conformité. Si ça n'est pas fait, on passe à la mise en demeure, donc arrêté de mise en demeure avec des délais, des échéanciers bien précis. Et quand la mise en demeure n'est pas respectée, on a plusieurs possibilités d'action. Donc on a des sanctions après pénales. On peut consigner une somme, par exemple pour demander à ce que des travaux soient faits. On peut dire, on bloque une somme et on vous la restitue quand vous avez fait les travaux. On peut aussi faire ce qu'on appelle des astreintes. Donc, on demande à ce qu'ils payent tous les jours une certaine somme jusqu'à ce qu'ils aient fait les travaux. Voilà, on peut aussi fermer, hein, on peut faire une fermeture provisoire de site si vraiment la situation est dramatique, provisoire ou définitive, voilà. D'accord, d'accord. Alors, Didier qui posait la question, qui disait, plutôt une remarque, toutes les grosses installations industrielles ont des données environnementales sur leur système de supervision. Pourquoi les relevés de mesures ne sont pas envoyés en instantané plutôt que mensuellement? Ceci permettrait une réaction de la DREAL plus rapide. La Catalogne utilise depuis longtemps cette pratique. Donc, sur le transfert des données d'autosurveillance, j'imagine, mensuelle, instantanée. Oui, ça pourrait être intéressant, mais moi, ce que je me pose comme question, c'est le temps qu'il faudrait pour instruire toutes ces données, parce que je pense que là, on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir analyser toutes les données de tous les sites qu'on suit, parce qu'on en a quand même beaucoup. Et je pense que ça demande du coup une vigilance permanente. Donc, et pour ça, on n'est pas armé, quoi. Dimensionné. On n'est pas dimensionné en termes d'effectifs, ouais. Alors, les inspecteurs de la DREAL qui sont en charge du transport des marchandises dangereuses font partie de quel pôle et comment sont-ils organisés? Alors, les transports de marchandises dangereuses, c'est pas la DREAL qui gère ça. Enfin, c'est pas notre responsabilité. Tout ce qui est transport entre les installations n'est pas suivi par nous.
D'accord. Alors, intervenez-vous lorsqu'il y a des incidents sur des sites pétrochimiques et qui entraînent une torche importante? Si oui, comment? Et y a-t-il des sanctions? Alors, les torchages, oui, c'est un sujet qui est effectivement très suivi par le pôle Céveso, hein, puisque c'est surtout eux que ça concerne. Alors, les exploitants ont l'obligation de faire remonter effectivement les moments où ils ont recours au torchage. Ils doivent le justifier. Alors, il faut savoir que normalement, les exploitants ont un certain nombre d'heures autorisées de torchage, hein, parce que bon, le torchage, c'est pas quelque chose qui doit être c'est en mode dégradé qu'on utilise normalement le torchage. Donc, la réglementation prévoit qu'ils aient une petite marge pour les situations accidentelles, mais quand ils dépassent ce nombre d'heures, ils sont sanctionnés, effectivement. D'accord. Et en termes d'incidents, quel est votre rôle quand il se passe un incident ou un accident sur un site industriel? Et Comment ben, vous intervenez? on doit se rendre sur site, on doit faire les constatations et on doit mettre en place ce que je disais tout à l'heure, les mesures d'urgence. Donc, on demande à l'exploitant de mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour isoler la pollution et pour éviter que l'accident dégénère. Et ensuite, effectivement, donc arrêter la production, fermer toutes les évacuations, etc. Et ensuite, une fois que ça a été fait, on leur demande de nous fournir un certain nombre de données, notamment de suivi environnemental, pour savoir ce que la pollution a provoqué comme effet sur l'environnement. Voilà. Et donc, tout ça, en fait, vous le faites sous l'autorité du préfet. Vous êtes le bras opérationnel, on pourrait dire, du préfet, en C'est ça, fait. tout à fait. Alors, quelles sont selon vous les limites de vos actions? Alors, les limites de nos actions. Il y a, pour moi, la plus grosse limite, ce sont les aspects économiques. Parce que voilà, on est toujours. Donc, comme tu le disais, le préfet qui signe nos arrêtés. Le préfet, il est obligé de tenir compte aussi d'autres aspects que les aspects environnementaux et notamment les aspects économiques. Donc, parfois, certaines mesures peuvent impacter des exploitants qui sont parfois en difficulté. Si les travaux qu'on leur demande sont trop coûteux, ils peuvent mettre en péril l'installation, enfin l'entreprise. Évidemment que le préfet va en tenir compte et donc ça peut aussi jouer sur ce qu'on va leur demander, quoi. Donc, effectivement, je pense que le frein pour nous, le plus important, c'est l'aspect économique et l'aspect social aussi, puisque voilà, il y a oui. aussi des gens derrière, il y a des gens qui travaillent et voilà. Ouais, donc, essayer de ménager l'ensemble des enjeux, quoi, hein. De concilier, voilà, tous les aspects. Ouais. Alors, les polluants éternels dans la région, donc je pense peut-être au PFAS par exemple, mais est-ce à ta connaissance, il y a des études qui sont faites sur est-ce que vous avez une action, vous en particulier? Est-ce qu'il y a des études sur ces polluants dans la région? Est-ce qu'il y a des sites qui sont repérés? Oui, alors on a une action effectivement sur les PFAS. On a identifié tous les sites qui pouvaient être concernés et on leur a demandé de faire des analyses. Donc, ils ont eu à faire 3 cycles d'analyse en 2024 et ils ont eu aussi l'obligation de nous communiquer ces résultats. Et donc, à partir de ça, en 2025, on va mettre en place un plan d'action pour les installations qui dépassent les valeurs limites en la matière. Voilà. Très bien. Donc là, on a bien compris, hein, vous délivrez, enfin vous classez en fait toutes les installations en fonction de la réglementation des classes, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, hein? J'ai pas entendu. vous
vous surveillez les installations en les classant en fait dans différentes catégories. Oui. Attends, je cherche. Voilà, les rubriques, en fonction des rubriques. Oui. C'est ça. Et donc, en fait, est-ce qu'il y a d'autres aménagements mis en place, d'autres labels de certification environnementale, mais qui là ne seraient pas réglementaires, j'imagine? Ou est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui seraient réglementaires? Alors, nous, c'est uniquement réglementaire. Enfin, on s'intéresse que à l'aspect réglementaire. Alors après, c'est vrai qu'il y a certains sites qui ont en parallèle des normes du type ISO 14001, etc. Mais en fait, nous, on ne regarde pas ça. Enfin, nous, notre mission, c'est uniquement le positionnement par rapport à la réglementation en matière d'environnement. Voilà. Oui, si je peux me permettre, c'était pour préciser cette question. Merci, Madame Jacquet. Oui, justement, j'allais vous faire intervenir parce que je n'étais pas sûre d'avoir été bien claire. Tout à l'heure, j'avais posé la question sur les exploitants qui étaient en non-conformité. Quels étaient vos leviers pour pouvoir faire avancer cette mise en conformité finalement? Et vous avez surtout répondu sur de la répression ou des délais plus longs. Mais est-ce que, donc, et ceux qui se verraient retirer finalement le statut d'ICPE, c'est une chose, mais est-ce qu'inversement, il n'y a pas des choses plus gratifiantes avec d'autres, j'ai dit labels ou certifications, c'était dans ce sens, des encouragements finalement. Ouais, non, malheureusement, nous, on est une police, quoi, donc on ne fonctionne pas comme ça, en fait. Nous, c'est, voilà. Vous ne donnez pas de récompense. Non, on ne donne pas de récompense, non. Non, parce que vous avez parlé des technologies un peu avancées, avec un guide qui pouvait suivre pour être plus performant et toujours veiller à ces nouvelles technologies possibles. Voilà, c'était un petit peu dans cette… Oui, alors effectivement, il y a quand même cet aspect-là au niveau du coup national qui, eux, travaillent justement sur ce qui peut être, ce qui peut aider, ce qui peut faciliter effectivement le travail des exploitants pour pouvoir arriver à respecter toujours, avec ça en ligne de mire, toujours pour les aider à respecter la réglementation. Voilà. C'est toujours dans ce sens-là. Je reviens là, Laurent a mis dans le chat un questionnaire. Si vous pouviez y répondre, c'est très utile pour nous parce que ça nous permet d'améliorer ce café réponse ou de répondre aussi à de futures propositions de café. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à laisser votre avis sur ce questionnaire. Alors, je poursuis les questions. Il nous en reste 2 ou 3. Donc, qui intervient si l'exploitant est dépassé par la situation? Très rapidement. C'est le préfet, non? Si ça sort du site. Oui, en général, les premiers à intervenir, c'est quand même les pompiers. Et nous, on est prévenus également. Et dans ces cas-là, effectivement, on fait partie du comité de suivi de crise, de gestion de la crise. Voilà. Mais d'accord. Autre question. Est-ce que vous avez des données sur la dégradation des canalisations plastiques, monochlorure de vinyle? Non. Alors ça, peut-être qu'en fait, il peut y avoir des… Enfin, alors si je peux me permettre, à nous, vous appuyez aussi sur un bureau d'études d'experts, en fait, avec l'INERIS, qui peut faire ce genre de recherche, en fait. Oui, mais là, encore une fois, nous, ce qu'on va demander à l'exploitant, c'est d'atteindre des objectifs. Après, la façon… nous, on n'impose pas de méthode. Voilà. Donc, effectivement, la plupart des exploitants font faire les analyses par des bureaux d'études extérieures. Après, l'histoire des canalisations, effectivement, on en a parlé dans la presse. Comme je disais tout à l'heure, nous, on ne s'intéresse qu'à l'installation en elle-même et ce qui se passe à l'intérieur de l'installation. Après, tout ce qui sort de l'installation et qui est dans le domaine public, après, là, c'est pas notre réglementation à nous, quoi. Il y a d'autres services pour ça. Oui. On est vraiment axé sur les industriels, quoi. Enfin, sur ce qu'on appelle les exploitations, quoi,
exploitations Et la industrielles. dernière question, alors pour finir dans les temps, est-ce que vous prenez en compte le cumul de bruit dans diverses installations? Alors, on demande, pareil, aux exploitants de faire des mesures de bruit en limite de propriété. Donc là, ça permet effectivement de voir par rapport au bruit qu'il peut y avoir en environnant, c'est-à-dire qu'on leur demande de comparer, enfin de faire des mesures à différents points de l'installation. Et donc, effectivement, ça permet de tenir compte aussi des bruits environnants. Tout ça, en fait, ils le font faire en général, comme tu le disais, par un bureau d'études externe qui, lui, va faire cette analyse et qui va leur dire ce bruit-là, cette émergence, c'est vous. Mais là, à côté, il y a une autre activité qui fait aussi du bruit, donc elle va venir en déduction, etc. Donc voilà, oui, effectivement, on leur demande quand on leur demande de faire une étude de bruit, on leur demande d'être complet et de vraiment identifier ce qui correspond à leur activité à eux. D'accord. Très bien, très bien. Bon, on est pile à 14h32. J'ai éclusé toutes les questions. Donc, merci Anouk. Je te remercie de nous avoir un peu plus éclairé sur cette mission fondamentale de l'Adréal. Hein. Merci bien. Et puis aussi, merci aussi plus particulièrement pour ton application en fait, dans le dispositif réponse, puisque tu participes au COPIL pour représenter justement l'Adréal. Donc, merci aussi de la clarté de tes propos. C'était parfait. Merci bien. Et un grand merci aussi à chacun d'entre vous de votre intérêt pour le dispositif réponse, de vos questions, de vos remarques. Tout ça, c'est très utile pour que chacun puisse un peu mieux comprendre les périmètres et les actions des uns et des autres. Merci beaucoup. Merci à tous. Et à bientôt pour le prochain Café Réponse qui aura lieu le dernier mardi donc, du mois, comme d'habitude. Et ça sera là sur la mobilité par la métropole, normalement, si tout va bien. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Donc, ce sera le 25 février, pardon. Merci bien.